Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire avec pour thème Investir à New York. Je me présente, je suis Charles-Henri Dorani, responsable portefeuille produit au sein du cabinet Altitude Realty. Alors le programme de ce webinaire s'articulera d'abord avec une présentation du cabinet, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, ensuite un bref rappel de la structuration et de la fiscalité d'un investissement aux États-Unis. Ensuite, nous rentrons dans le vif du sujet avec un point sur le marché new-yorkais, des spécificités de l'immobilier new-yorkais et enfin une présentation de quelques produits. Donc pour commencer avec la présentation du cabinet, le cabinet Altitude Realty a été créé en 2011 et nous sommes des spécialistes de l'investissement à l'étranger, en particulier en Amérique du Nord, donc sur les États-Unis et le Canada. Nous avons une gamme de produits très variée, autant en investissement locatif qu'en investissement plutôt loisir pour des résidences secondaires. Notre accompagnement, comme vous pouvez le voir, s'attache sur une philosophie de confiance. On vous accompagne dans la réussite, votre réussite sera la nôtre et nous restons à votre côté dans la durée, c'est-à-dire que vous pouvez le voir sur cette présentation, on a un accompagnement qui est vraiment global, du moment de la sélection du bien auprès du marchand de biens, jusqu'à la gestion locative et même la comptabilité pour les déclarations fiscales, et en passant donc par l'accompagnement lors de la transaction, que ce soit vous présenter des courtiers pour le change, interagir avec l'avocat lors de la signature des contrats, ou encore établir les assurances pour vous. On a un accompagnement de 12 mois à la suite de l'acquisition, ce qui est une preuve de qualité. Pour faire maintenant un rappel assez bref sur la structuration et la fiscalité de l'investissement aux États-Unis. Alors pour la structuration, vous avez deux options. La première option, c'est un achat en nom propre. Là, vous avez trois cas différents. Une personne qui va acheter seule un bien immobilier, ensuite un couple, par exemple, qui achète un bien, et enfin, plusieurs personnes qui se réunissent, admettons des frères et sœurs qui souhaitent acheter ensemble un bien immobilier aux États-Unis. Alors, l'intérêt de cette option d'achat en nom propre, c'est qu'elle est extrêmement simple. C'est un schéma, vous n'avez aucun coût administratif associé. Vous recevez les contrats au nom de chaque personne qui achète et chaque personne signe pour son nom propre. L'inconvénient principal va être que vous serez surtout dans le deuxième et principalement le troisième cas des frères et sœurs sous le régime de l'indivision. Ça nécessite que pour toute décision importante, même très importante, comme par exemple la vente, vous serez obligés d'être tous d'accord, ce qui peut alourdir un petit peu la procédure. Un autre désavantage de ce schéma, c'est une certaine visibilité puisque votre nom apparaîtra directement sur le contrat d'achat, alors que dans la deuxième option que nous allons voir tout de suite d'un achat via une LLC, c'est le nom de la LLC qui intervient. Donc effectivement, il y a certaines personnes qui peuvent préférer ne pas avoir leur nom qui apparaît. Donc effectivement, cette deuxième option d'un achat via une LLC, vous pouvez avoir très bien une LLC avec un seul membre, ou alors une LLC avec plusieurs membres, comme les deuxième et troisième cas. L'intérêt principal, c'est une facilité d'administration, puisque vous allez pouvoir prendre les décisions avec la LLC en front, on va dire, c'est le nom de la LLC qui interviendra. Et l'intérêt, c'est qu'en mettant de côté le cas particulier des corporations, une LLC est transparente fiscalement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'imposition au niveau de la LLC, tout remonte directement au niveau des associés. Ce sont eux qui payent leur quote-part spécifique d'impôt qui est dû sur les revenus fonciers. Les deux inconvénients de l'achat via une LLC, c'est principalement un coût administratif, puisqu'il va falloir rédiger un certain nombre de papiers, donc une paperasse supplémentaire, et surtout enregistrer ensuite ces papiers, ces documents, ces statuts de LLC auprès des services publics, et cela engendre des frais. Pour passer ensuite de la structuration à la fiscalité, très rapidement, pour ceux qui le savent, il y a une convention fiscale franco-américaine qui a été signée en 1994 et qui permet d'éviter le système de double imposition des revenus. Donc concrètement, aux États-Unis, vous percevez des revenus fonciers, vous allez pouvoir déduire un amortissement sur 27 ans et demi, un certain nombre de travaux, etc. Et ensuite, vous serez taxé en fonction de la tranche d'imposition qui correspond aux revenus, donc les tranches de 10 à 37%. Vous paierez donc les impôts aux États-Unis.
En France, vous ne payez pas d'impôt sur ces revenus fonciers étrangers. Vous avez un système de crédit d'impôt qui est égal à l'impôt français. Tout simplement, vous avez déjà payé vos impôts aux États-Unis, vous ne les payez pas une deuxième fois en France, mais par contre, vous devez les réintégrer dans votre déclaration française, puisque ça rentre ils seront pris en compte dans le calcul de votre revenu fiscal de référence. C'est vraiment la seule chose, et bien sûr également pour ceux qui sont assujettis à l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, vous devez rentrer les biens américains dans votre patrimoine. Maintenant qu'on est revenu un petit peu sur la structuration de l'investissement et la fiscalité, on va rentrer dans le vif du sujet avec le point sur le marché. Alors, l'économie américaine est vraiment une économie dynamique, on le voit encore, ça se confirme. Pour 2018, on a des prévisions de croissance de 2,54%, et on est déjà au premier trimestre 2018 à 2,3%, donc les prévisions seront certainement confirmées dans les trimestres à venir. Un taux de chômage qui reste extrêmement faible, à 4,1%, des taux directeurs qui remontent un petit peu, donc effectivement, les taux bancaires mécaniquement remontent aussi, mais c'est malgré tout un bon signe, une économie qui fonctionne et une économie où les taux directeurs sont un petit peu plus élevés que ce qu'on a pu connaître auparavant. Et enfin, on a un taux de change qui reste favorable pour nous, puisque actuellement nous sommes à 1 euro pour 1,17 $. Voilà. Pour rentrer un petit peu plus sur le sujet d'aujourd'hui, New York, donc avec quelques faits et statistiques, New York est divisé en 4 quartiers principaux. Donc la presqu'île de Manhattan que vous pouvez voir ici en bleu turquoise, le Bronx en vert qui est un petit peu plus au nord, Brooklyn un peu plus au sud là qui est en violet, pardon, le Queens en jaune, et Staten Island qui est du coup au sud-ouest, qui est en bleu ici. Donc New York, c'est 3 aéroports, donc beaucoup de trafic aérien, et 8,6 millions de personnes recensées en tout cas en juillet 2017. On n'a pas encore les chiffres pour 2018. Ce qui est bon à savoir également, c'est que vous avez un taux de propriétaires occupants qui est relativement faible, avec seulement 23,1%, mais un taux de vacances qui est extrêmement faible, 3,7%. C'est pour ça que c'est très intéressant d'investir sur New York. Alors, pour rentrer un petit peu sur ce qui nous intéresse principalement, New York City aujourd'hui, quel prix? Alors, il faut savoir qu'au premier trimestre 2018, on a un prix moyen sur Manhattan qui s'établit à 1,9 million de dollars, quand sur Brooklyn, on a 1 million de moins, donc 980 000 dollars, et sur le Queens, 620 000. Alors, vous voyez les loyers moyens qui sont quand même très importants sur Manhattan et Brooklyn. J'insiste vraiment, ce sont des prix moyens, il y a de grandes disparités. Et du coup, vous avez des rendements moyens nets qui sont sur Manhattan autour de 1 à 2,5%. Quand on est sur 3%, c'est vraiment une belle opportunité. Il ne faut pas oublier qu'un taux de rendement, ça veut dire que plus le rendement est élevé, plus il y a potentiellement un risque malgré tout. À Brooklyn, on a des taux qui sont un petit peu plus larges, entre 2,5 à 6%. Et le Queens, on est supérieur à 4%, avec encore de grandes disparités en fonction de la localisation, si vous êtes plus ou moins proche de Manhattan et du centre véritablement. Alors, pourquoi investir à New York? Les objectifs d'investissement sont clairs, vous le voyez avec ces rendements nets moyens, c'est vraiment sur du long terme. Quand on investit à New York, on cherche une sécurisation de son patrimoine, une stratégie vraiment patrimoniale qui soit sur le long terme. Les taux de rendement ne sont pas extrêmement élevés, donc ce qu'on recherche, c'est le potentiel de plus-value sur le long terme. Alors, New York City aussi, c'est de l'immobilier haut de gamme, bien entendu. Donc là, vous voyez quelques prix, alors volontairement très élevés. Quand on voit là en haut à gauche, vous pouvez voir 49 millions pour seulement 580 mètres carrés. Donc 580 mètres carrés, c'est un bien immobilier qui est extrêmement grand, mais avec un prix exorbitant. Alors ça se justifie parce que je ne sais pas si vous voyez très bien sur l'image, mais vous avez une vue entièrement dégagée sur Central Park. Vous pouvez le voir encore sur les autres biens. Donc là, je prends sur la droite, au milieu, 51 millions pour un bien qui fait quand même
plus de 1300 mètres carrés, presque 1400 sur l'Upper East Side. Donc, on va en parler tout de suite. Tout ceci, ce sont des quartiers extrêmement recherchés, donc en proximité immédiate de Central Park. Donc justement, New York City, quel quartier? Alors d'abord, pour Manhattan, on a le quartier du cœur de la ville, pardon, qui est celui de Midtown. Vous avez des monuments très connus, Empire State Building, Grand Central Station, le siège de l'ONU ou encore Times Square. C'est un quartier extrêmement connu, il y a beaucoup d'activités culturelles, beaucoup de choses à visiter et qui forcément plaît beaucoup à des investisseurs et qui est très recherché, surtout des candidats à la location. Vous avez ensuite l'Upper East Side dont je vous parlais, donc qui est juste à droite de Central Park, qui est un quartier extrêmement branché. C'était auparavant le quartier des créateurs de mode. C'est un quartier qui est le plus riche de Manhattan, avec un revenu moyen par personne qui dépasse les 100 000 $ par an. Mais c'est aussi le quartier le plus cher, avec une valeur moyenne des biens immobiliers qui dépasse le million de dollars. Ensuite, vous avez le quartier de Downtown, qui est plus un secteur d'affaires, mais un secteur culturel. Donc, un secteur d'affaires avec le Financial District, où vous avez les sièges des différentes banques, et aussi des administrations. Et puis, vous avez deux sous-quartiers, on va dire, Greenwich et East Village, qui sont tous deux en phase de dynamisation, avec beaucoup d'activités culturelles et beaucoup de jeunes qui souhaitent s'y installer avec le renouvellement justement des biens immobiliers. Pour la deuxième partie sur ces quartiers, donc sur les deux boroughs, les deux quartiers de Brooklyn et du Bronx, les choses ne sont pas pareilles du tout. Brooklyn, on l'a vu avec des prix qui sont un petit peu inférieurs. Il y a un double marché avec vraiment des secteurs immédiatement limitrophes de Manhattan qui ont beaucoup de valeur, donc les secteurs de Dumbo, de Brooklyn Heights ou de Williamsburg, où vous avez des prix qui ont beaucoup augmenté sur les 10-15 dernières années. Et ensuite, vous avez des secteurs en devenir qui n'ont pas encore rattrapé le reste de Brooklyn, mais qui sont de très belles opportunités. Donc les quartiers de Prospect Heights, Bedford ou encore Greenpoint, plus au nord. Pour le Bronx, c'est un secteur extrêmement prometteur. On va dire qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas forcément le courage d'y aller et c'est dommage. C'est vraiment un secteur qui mérite à être connu avec de très belles opportunités, un très fort développement depuis les années 90, où avant le Bronx avait peut-être une mauvaise réputation, mais voilà, un grand renouvellement qui justifie par le besoin justement de logements perpétuels et de très nombreux projets qui sont en cours. Alors j'en profite pour vous présenter tout de suite une vidéo de Victor Pagès qui était à New York avec un de nos partenaires, Josh Arcus, et qui lui a posé quelques questions. Bonjour à tous et bienvenue à New York avec Altitude International Realty. Donc, je suis Victor Pagès, le fondateur du cabinet, et je me trouve aujourd'hui à New York avec Josh Arcus qui est donc notre agent et broker dans cette zone. Et Josh va répondre à quelques questions pour nous sur le marché immobilier à New York. One of the reasons that I would say investing in New York is always a good place to put your money is that the likelihood of depreciation, or at the very least the safety of your investment, is extremely high. And the second point that I would make is that to invest in New York and use that property as an income producing property, the demand for rentals in New York, especially in certain neighborhoods, is always extremely high. And therefore, you'll likely be able to find people willing to pay top dollar for your apartments, and you'll be able to find opportunities where the ease of doing that is extremely high. In the next 12 to 24 months, the likely trends are that people are going to continue wanting to be able to live as close to the places that they work as possible. And there's going to be a lot of movement of where offices are in New York City, but there's no question that there will still be high demand in Midtown, Midtown East and Midtown West, as well as places in the Upper East Side that offer a more livable neighborhood. Alors voilà, comme vous avez pu le voir grâce à ces questions et ces réponses de Josh,
Pourquoi faut-il encore miser sur New York? Eh bien, tout simplement, je vous le disais déjà auparavant, vous avez de plus en plus de foyers qui recherchent des logements, une démographie très dynamique, beaucoup de gens qui viennent de l'étranger pour s'installer à New York. Et cette demande en logement qui est de plus en plus importante n'arrive pas à être comblée et rattrapée par les nouveaux projets. Donc effectivement, ça a créé un phénomène de tension sur les prix qui augmente. Et pourquoi investir sur New York? C'est une ville à influence internationale qui sera toujours recherchée par des investisseurs, par des entreprises qui souhaitent s'y implanter. Et paradoxalement, on a un taux de propriétaires qui est très bas. Alors sur New York City au global, on est sur un taux de 32% de propriétaires, alors que sur Manhattan, on est encore inférieur, on est à 23%. Il faut savoir qu'en ce moment, on est sur un marché d'acheteurs. Victor Pagès, qui était, a pu le constater les dernières semaines. On a connu un léger essoufflement au premier trimestre 2018 par rapport au premier trimestre 2017. Et du coup, c'est une opportunité à saisir. Les prix ont légèrement baissé et on a pu voir des propriétaires vendeurs qui étaient plus enclins à négocier les prix. Donc effectivement, si vous souhaitez acheter, c'est le bon moment. Alors maintenant, je vais passer plus concrètement, on réduit encore le zoom si je puis dire, sur les spécificités des biens immobiliers new-yorkais. Alors, pour commencer, une différence principale va être sur l'organisation de la propriété. Donc, quand on recherche un bien sur New York, on va très vite être confronté entre deux notions, la notion de condo et la notion de coop. Alors, la notion de condo est assez facile à comprendre pour nous, Français, avec le système de la copropriété, c'est vraiment copier-coller. Donc, je vais m'attarder déjà pour commencer avec le coop. Donc, coop, c'est le diminutif de cooperative. Cooperative, quand vous achetez un coop, vous devenez le propriétaire de parts qui vous donne le droit à la jouissance d'un appartement. Vous n'êtes pas directement propriétaire de cet appartement. Ça peut être un petit peu compliqué à percevoir. Les conséquences, c'est qu'il y a un partage des dépenses de tout l'immeuble entre les associés. Donc ces dépenses, ça va être la maintenance, les consommables, eau et électricité, l'assurance de l'immeuble en lui-même, les taxes foncières de l'immeuble et le prêt. Alors pour faire une comparaison avec la France, c'est un petit peu l'organisation qu'on a pu connaître au siècle dernier, jusque dans les années 1960, avec la mise en place de la copropriété justement. Auparavant, il y avait des sociétés qui étaient constituées, donc plusieurs personnes qui s'associaient ensemble pour financer la construction d'un bien immobilier et qui ensuite pouvaient rester dans ce système un petit peu de coop, où en fait ils étaient détenteurs des parts de la société, mais ils avaient la jouissance d'un appartement sans en être directement propriétaires en tout cas. Cette conséquence fait que pour rentrer dans la société, il y a un certain nombre de règles et de critères à respecter, avec une procédure d'admission qui est poussée et spécifique, des règles et des critères qui vont être propres à chaque immeuble, puisque chaque société peut fixer ses propres règles. Vous avez un dossier à monter pour pouvoir prouver votre solvabilité et vous allez même pouvoir éventuellement passer devant une commission constituée de quelques associés pour justifier de vos bonnes mœurs et de votre projet. Il faut savoir qu'à Manhattan, plus de 75% des appartements sont des coops. Donc, quand il y a des restrictions, notamment en matière d'achat par des investisseurs étrangers, si on est obligé de ne pas regarder les coops, on se prive de 75%, donc du 3/4 des biens disponibles sur Manhattan. Pour passer ensuite sur les condos, donc condominium, là, vous êtes vraiment propriétaire de votre appartement directement. Il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas de part sociale, etc. Les dépenses sont individualisées. Vous avez effectivement une quote-part des charges de l'immeuble qui correspondent à l'électricité, l'eau, les assurances, qui vous est attribuée et que vous devez régler. Et ensuite, des dépenses qui sont propres à chaque appartement. Vous payez directement vous-même votre facture d'électricité, votre assurance et vos taxes foncières qui vous sont envoyées à vous personnellement. L'intérêt du condo, forcément, c'est une flexibilité et une liberté, puisque la plupart du temps, sauf cas particulier, la location est possible, c'est-à-dire que vous êtes propriétaire de votre appartement, vous pouvez le mettre en location si vous le souhaitez, et on va être moins regardant si vous achetez un coop, le fait que vous soyez étranger ne sera pas un frein. Et c'est bien sûr ces différents avantages qui font que toutes les nouvelles constructions sont vraiment majoritairement organisées en condo directement.
Pour parler maintenant des services et équipements des immeubles de New York, alors vous avez des équipements assez courants mais qui pour nous peuvent paraître bizarres, donc des portiers parfois 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des laveries. Alors pour les très grands immeubles, ça peut être une salle de laverie par étage ou alors tous les 5 étages, ou pour les petits immeubles, une laverie qui sera souvent dans le sous-sol de l'immeuble. Une salle de sport, c'est très courant. Les Américains n'ont pas besoin, les New-Yorkais en particulier, n'ont pas besoin de sortir de leur immeuble pour faire du sport. Et vous aurez la plupart du temps des lobbies avec des salles de réception plus ou moins luxueuses en fonction de l'immeuble en question. Vous avez aussi des éléments beaucoup plus haut de gamme, donc avec des lounges extérieurs comme sur la gauche. Alors, je le dis tout de suite, ce n'est pas une piscine olympique, c'est purement de décoration. Vous avez au milieu des piscines extérieures ou intérieures qui peuvent être très intéressantes, ou sur la droite, un roof deck, donc tout simplement un toit terrasse, avec souvent des très belles vues panoramiques sur les immeubles new-yorkais. Et enfin, pour finir, des parkings, ce qui peut être un avantage non négligeable. Je vais en profiter du coup pour enchaîner et vous présenter quelques produits. Alors, par exemple, là, j'ai sélectionné pour vous un condo à Brooklyn, donc un 2 pièces, qui a la particularité d'être une construction neuve, donc de 2018, tout récemment livré, qui est à 655 000 $. Comme vous le voyez, il y a de très belles prestations, beaucoup de lumière, de grandes baies vitrées, ce qui fait rentrer l'ensoleillement dans l'appartement. Et vous avez donc des taxes foncières qui sont individualisées et des frais de copropriété qui vous sont vraiment propres. Pour enchaîner, j'ai sélectionné un coop à Murray Hill. Donc Murray Hill, c'est dans Midtown, le cœur de la ville dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, c'est un studio, donc très lumineux avec de très belles prestations, qui est dans un immeuble qui date un petit peu dans les années 80, mais qui a été vraiment très bien rénové. Alors, vous le voyez, effectivement, il n'y a pas le détail de la surface. Pour les coops, c'est assez courant. Comme c'est une société qui a construit l'immeuble, ce n'était pas obligatoire pour eux de faire les métrés. Mais bien sûr, si vous êtes intéressé, nous, on peut ensuite se renseigner avec le marchand de biens local et récupérer les différentes informations. Alors, comme vous le voyez, les taxes foncières n'apparaissent pas puisque tout simplement, elles sont incluses au global dans les frais de copropriété qui sont facturés aux associés du coop. Et du coup, les frais qui sont très importants puisqu'il y a beaucoup de choses qui rentrent dedans, comme on a pu le voir juste avant. Pour continuer, j'ai choisi un coop luxueux sur Central Park, qui a plus de 4 millions de $. Alors là, on est sur 136 mètres carrés avec une vue magnifique, panoramique sur Central Park. Vous ne le voyez pas forcément, mais même les chambres ont une vue sur Central Park. Donc c'est vraiment un bien exceptionnel. Et avec du coup des taxes foncières forcément qui sont très élevées, des frais de copropriété élevés aussi, mais voilà, avec un bien haut de gamme qui est incomparable. Nous avons aussi la possibilité de vous offrir un autre type de bien, donc des immeubles de rapport. Là, cet exemple, un immeuble qui est à Brooklyn, donc sur Greenpoint dont je vous parlais tout à l'heure, qui est au nord de Brooklyn. Donc pour 4,7 millions de $, vous avez un immeuble de 8 appartements répartis en 4 étages avec une surface totale de 465 mètres carrés et vous avez un rendement net de 4,5%. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, un rendement net à 4,5%, c'est quand même très intéressant. Mais écoutez, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez eu toutes les réponses aux questions que vous pouviez avoir. Surtout, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous ferons un plaisir de vous enseigner. Merci beaucoup. Très bonne fin de journée à tous.